Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très contente d'être là parmi vous avec mes prestigieux invités et ce d'autant plus qu'on passe après donc la table ronde avec tous les auteurs, tous les scénaristes qui étaient présents, qui s'est terminée sur des questions autour de la dépression, des adultes, de l'animation jeunesse. Donc voilà, je suis ravie d'enchaîner parce qu'on va vous montrer eh bien, à la fois deux séries qui, je crois, peuvent vous prouver qu'on peut s'adresser à tous les publics, en fait, et avec beaucoup de joie de vivre, vous le verrez aussi. Donc je crois que c'est en tout cas important de le dire. Donc pour revenir plus précisément à la thématique aujourd'hui, on est effectivement sur une thématique avec donc des comédiens qui incarnent des personnages, et ce à travers la voix, puisqu'on parle dessin animé. Et donc je vais commencer par vous présenter mon beau panel en commençant par Jérôme Pauwels, parce que c'est Jérôme Pauwels. Donc Jérôme Pauwels, c'est comédien de voix, mais pas seulement. Il a travaillé en tout cas sur de nombreux films, dessins animés. Il est la voix, mais je ne vais pas toutes vous les citer parce que vous les avez dans la brochure, mais en tout cas, il est à la fois la voix de Steve Carell, de Will Ferrell ou de 50 Cent. Donc ça vous montre quand même l'étendue de son talent. Il a également été Patrick Juvet, on ne le dit pas assez, dans Intouchable. Mais il a également travaillé aussi pour l'animation. Je pense notamment au film Tout en haut du monde de Rémi Chaillet, dont vous avez sans doute entendu parler dans Ces murs. Et donc là, il va surtout nous parler de sa formidable interprétation de Nathanaël dans la série Tu mourras moins bête, ainsi que tous les guests qu'il a lui-même introduits, je crois. Voilà. Ensuite, nous avons Marion Montaigne, auteure à la fois de bande dessinée, mais aussi de scénario, qui là, est là pour Tu mourras moins bête, puisque cette série est tirée de son blog. Elle a également commis plein d'autres choses dans le secteur. Elle a quand même beaucoup travaillé, y compris récemment, sur Riche, pourquoi pas toi, qui est donc là s'intéresser davantage aux sciences humaines et coécrit avec les sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Et en tout cas, elle va nous parler là de son travail sur cette série qui, je le rappellerai tout à l'heure, est réalisée par Amandine Frodon. J'enchaîne avec, à ma gauche, Nathalie Homs, comédienne de voix, mais elle a également commencé au cinéma, on peut en parler, Chabrol, c'est pas mal, dans Les fantômes du Chapelier, mais aussi donc, tout un travail autour des voix, que ce soit par exemple au Guignol de l'Info, ou bien en tant que choriste, parce que ce sont des voix aussi, Starmania, avec Michel Fugain, et puis évidemment de très très nombreuses séries et films d'animation. Je pense par exemple au Chant de la Mer, où donc elle a travaillé. Et puis Nathalie est également directrice artistique des voix. Et donc, justement, un des objets de cette table ronde, ce sera de vous expliquer un peu plus en détail quel peut être ce travail et comment elle va justement interagir avec les auteurs, les créateurs et donc l'écriture. On termine avec Alexis Lavilla, qui est auteur à la fois scénariste et graphique, également réalisateur et désormais producteur donc de Normal Animation. Il est là pour nous parler plus particulièrement avec Nathalie de la série Mandarine & Co, qui en l'occurrence est une adaptation qu'il a coécrite. Vous verrez que tout ça est assez consanguin puisqu'en réalité il l'a coécrite avec Marion Montaigne à ma droite et que par ailleurs Jérôme a été repéré par le réalisateur de la saison 2 pour devenir l'interprète de Tu mourras moins bête. C'est un petit monde, mais vous êtes tous les bienvenus. Voilà, sans plus tarder, on va commencer par vous présenter un peu les séries dont on voudrait vous parler aujourd'hui. On a divisé un peu cette table ronde en deux parties. On va d'abord parler de Tu mourras moins bête. Et donc, vous présenter cette série. Tu mourras moins bête, comme je le disais tout à l'heure, c'est une adaptation du blog de Marion Montaigne. Ce sont 2 saisons pour Arte, donc une première de 30 x 3 minutes, une deuxième de 40 x 3 minutes, donc ça a marché.
Je vous rappelle que la particularité de cette série, c'est que justement, elle s'adresse à un public beaucoup plus large que peut-être celui traditionnel de l'animation dont on a parlé, puisqu'elle passe dans les séries, on va dire, d'accès, c'est-à-dire d'avant-soirée sur Arte. Et voilà, Arte est vraiment une des chaînes qui a fait le pari de s'intéresser à ce type d'animation avec un réel succès, puisque on peut le dire, tant en 2016 que là, depuis septembre 2017, ça marche très très bien. Et même si la série est du côté allemand diffusée à 3h du matin, voilà, vous voyez, les Français sont finalement assez en avance sur la perception de l'animation adulte. Donc, je rappelle que cette série est réalisée par Amandine Frodon. Et pourquoi on en parle aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle fait partie, en tout cas les 2 séries qu'on a choisies aujourd'hui, font partie des séries qui sont encore assez rarement ce qu'on appelle préenregistrées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas, comme c'est le cas traditionnellement, doublées. Et donc, ça veut dire que les épisodes peuvent être ou avoir été écrits auparavant, mais en tout cas qu'ils sont enregistrés avant d'être faits et qu'on ne double pas donc une fois l'épisode terminé avec les comédiens. Et donc vous allez voir, ça induit évidemment beaucoup de choses dans les allers-retours entre le travail qui se fait avec les comédiens et puis l'écriture, qu'elle soit scénaristique ou qu'elle soit visuelle. Marion, est-ce que tu peux peut-être juste présenter la série et sa thématique, et puis ensuite, si vous voulez le bien, pour vous mettre tout de suite dans le bain, on vous montrera un premier épisode. Bien, bonjour. Alors la série Tue-moi moins bête, c'est en fait une série c'est de la vulgarisation scientifique, mais un peu barrée. Donc, oui, un peu. Oui, on a souffert. Donc, en gros, on répond au début de chaque épisode à une question un peu barrée aussi, et on y répond de manière scientifique. On dirait pas, mais il y a un gros boulot de documentation derrière. Et donc, est-ce qu'on regarde un extrait et puis on en parle après ? Le son. Excusez-moi, en studio, on n'a pas de son. De toute façon, le générique... C'est comme d'habitude, hein, on avait testé, ça marchait. Enfin voilà, donc là ça marche plus, mais on ne sait pas pourquoi. Le générique va vous rester dans la tête. Vas-y, chante. Hein? Avec Calgon. C'est cool, ça marchait. C'est bien branché. Ouais, je suis au max. En plus, c'est un inédit. C'est le premier, après ça va rouler tout seul, ça va bien se passer. Oui, c'est vrai que comme le sujet c'est sur les voix, c'est dommage si on le fait sans son. Mais à la fois on a les vrais sur scène, donc au pire on peut se débrouiller. On réessaye ? Qui tutoie les prix Nobel et les savants, qui peut rétrécir, voyager dans le temps, arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal, qui sait expliquer ce qu'est la radiation, qui contacte-t-on pour poser une question, le professeur Moustache. Cher prof, certains disent que l'homosexualité est contre nature. Est-ce que c'est vrai ? D'après le petit Roberto, contre nature veut dire ce qui va à l'encontre des règles qui régissent l'équilibre de la planète et menace la cohérence de son fonctionnement. Oh là 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 là. On peut dire ça de presque toute l'humanité. Très tôt, les éthologues ont remarqué des comportements homosexuels dans la nature. Que font donc ces deux singes mâles ? Mais soit par ignorance, soit par pudeur, ils gardèrent ces observations pour eux. Je crois que celui du dessus aide l'autre à recracher pour pas qu'il s'étouffe. Ah, crache ta cacahuète! Crache! Heureusement, en 1999, Bruce Bedgmill observa enfin la chose avec précision et sérieux. Il classa ces comportements en 4 catégories. Premièrement, l'acte homo soft. C'est quand deux oiseaux mâles se font mutuellement la parade. Avenir, c'est des adadas tatanium. Deuxièmement, il y a l'acte homo soft, mais avec contact, comme les guenons qui s'embrassent. Ah, t'es trop belle.
Puis l'acte homo avec contact, mais moins soft, comme le frappage de sexe entre singes appelé l'escrime. Et enfin, le rapport de couple homo, comme les manchots de Humboldt. Alors, je me casse le cul pour rien, il veut pas éclore. Je suis un mauvais père. Ouais, non, François. Les mâles essaient à deux de couver des pierres comme si c'était un œuf. Ces comportements homosexuels ont été étudiés chez plus de 1500 espèces, des singes en passant par les mouches. Si on n'en compte pas plus aujourd'hui, c'est parce qu'il faudrait consacrer au moins 1000 heures pour chaque nouvelle espèce observée. Ah là 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 là, j'entends rien du tout. Chez les insectes, l'homosexualité est encore plus répandue. Eh, doucement les gars, je viens de nettoyer le comptoir. D'après un certain docteur Sharp, les insectes mâles s'accoutent soit parce qu'ils sont trop pressés, soit parce que se fatiguer à identifier son partenaire est une perte de temps. Et au fait, t'es un gars ou une fille? Oh, mais arrête, on s'en fout, continue. Eh, encore? Mais pas sur mon bar, les gars. Vous l'aurez compris, dans la nature, l'homosexualité est assez banale. L'espèce humaine aura bizarrement été la seule à l'avoir interdite. Plutôt que de chercher la petite bête là où il n'y en a pas, t'as fait Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Bon, ça vous donne un aperçu un peu de la palette, à la fois en écriture et en interprétation dont on bénéficie aujourd'hui. Marion, est-ce que tu peux peut-être un peu nous parler du démarrage et notamment du casting, puisque tu as des personnages avec certaines particularités? Alors oui, alors en fait à la base le professeur Moustache est à la fois homme et femme. C'est une femme à moustache, voilà. Et donc il y a eu une réunion chez Arte où en gros on s'est dit est-ce qu'on met une voix de femme ou d'homme, et donc Arte eux on dit on veut quelqu'un de célèbre en fait si possible, voilà tout simplement. Et un réflexe de diffuseur classique. Voilà. Et en fait, le challenge quand on cherche une voix en adaptation de BD, c'est que chacun a une voix dans la tête quand il lit la BD. Et donc c'est un peu, on a cherché un peu entre les deux. On a casté des hommes avec des voix assez aiguës, où j'avais proposé demander des femmes avec une voix assez grave, un peu comme quand au téléphone on ne sait pas trop entre les deux. Et en fait, oui, ça arrive. Et en fait, c'est Jacques-Rémy Girard, je crois, qui a eu la possibilité de caster François Morel. Et en fait, la question s'est plus trop posée parce que je me suis dit, on s'en fiche tant que c'est super bien joué. En fait, vaut mieux avoir des bons comédiens qui le jouent super bien plutôt que la voix exacte qu'on veut et qui soit moins bien jouée. Donc, on a pris Morel pour la voix principale, et puis l'excellent Jérôme qui est à mes côtés pour Nathanaël et tout ce qui est animaux, végétal, tout le reste. Il fait super bien. Alors, en l'occurrence, donc là, il faut expliquer un peu peut-être comment ça se passe sur ce type de série, rentrer un peu dans le détail. Là, est-ce que les épisodes avant le préenregistrement étaient écrits ou pas? Et si oui, qu'est-ce qui, après l'enregistrement des voix, restait à faire pour essayer d'un peu expliquer la chaîne de fabrication et voir quelles influences justement ça va avoir sur le reste? Moi, j'écrivais les scénarios. Il y avait une pré-lecture avec une voix témoin qui essayait d'estimer, de monter la chose à 3 minutes. Moi, je trouve cet exercice assez difficile parce que il y a des fois, Morel, il est super, ou toi, vous êtes super en forme et vous parlez super vite, alors que la personne la voix témoin va avoir plus de mal à articuler certaines choses. Mais bon, on essaye de caler pour voir si c'est pas trop long, etc. Et après, oui, on fait enregistrer aux acteurs
en studio, et ils n'ont rien. C'est-à-dire, au mieux, des fois, il y a des croquis, mais moi, ça m'a toujours épaté. On leur dit, voilà, tu es une bactérie et tu tombes dans un gouffre. En dessous, tu tombes sur un virus et tu le tapes, quoi. Enfin, et eux, ils imaginent, ils sont par terre, ils se roulent, ils crient toute la journée, ils sont encore en forme. Je ne sais pas comment ils font, il faudra leur demander. Je ne sais pas ce qu'ils mangent le matin. Tu veux parler un peu de ça, Jérôme, justement de cette expérience en tant que comédien où voilà, la direction vous donne une situation, tu sais que tu travailles dans l'image, mais au fond, vu surtout la série, j'imagine que voilà, c'est un exercice de création vraiment. Ouais, alors c'est sûr, quand on arrive donc en séance de studio classique, un micro, un éclairage, un ingé son, il est 8h30, on est un petit peu fatigué, la pulle molle au coin des yeux, et puis voilà, il y a le texte de Marion qui arrive avec 12 pingouins, puis après Job, puis après Dieu, Satan, etc. À chaque fois dans des situations, vas-y, fonce. Et alors, on est un petit peu saisi, et puis en même temps, il faut se lancer, quoi. C'est comme tout, il faut se lancer, puis se lancer un peu rapidement. Et on vient avec son bagage, avec ce qu'on est, avec son intuition de comédien, son envie de bien faire et son envie de répondre aux demandes de la réalisation. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure du texte, qui est déjà au départ un peu porteur dans le sens où on roule le capot ouvert, on vient avec ses propres meubles et ses propres instincts sur Job, Satan, la bactérie homosexuelle, qui est souvent homosexuelle d'ailleurs, la bactérie. Et voilà, c'est une espèce de cercle vertueux peut-être, où l'imagination de l'une vient accepter l'univers d'un autre, chacun dans sa propre dynamique de construction d'un personnage qui écrit ou dessinait et qui jouait ou interprétait dans l'instant, comme nous faisons nous, les comédiens de voix. Là, en l'occurrence, c'est, je crois, François Ligné, qui est l'assistant réalisateur d'Amandine, qui faisait la direction des voix. Ça se passe pas toujours comme ça. Parfois, il y a une direction des voix différente, qui n'est pas l'assistant réal ou le réal lui-même. Là, dans les indications que François pouvait vous donner, je crois que Marion était là à chaque séance. Surtout pour se poiler, il faut bien le dire, mais en l'occurrence, voilà, en termes d'indication, est-ce que à chaque fois c'est revenir au texte, ou bien tu as senti qu'il y avait une place pour l'improvisation, par exemple? Non, il y a énormément de place, en tout cas sur le projet dont on parle là précisément avec Tu mourras moi bête, il y avait énormément de place à l'improvisation. Déjà dû à la multiplication des personnages, c'est-à-dire faut pas retomber à chaque fois sur les mêmes accents, les mêmes façons puis déjà pas trop d'accents, ouais, et les mêmes façons de jouer, donc pas mal de liberté. Et dans ce type d'exercice d'enregistrement de pré-recording, on va dire, il y a deux façons de diriger, hein. Soit le réalisateur vient avec son projet intime, déjà balisé, dont il pressent déjà la musique, dont il a déjà la musique, il l'a déjà dans l'oreille, et il tente d'obtenir de son comédien quelque chose d'aussi près possible que son désir. Ou alors au contraire, on laisse carte blanche, carte blanche entre guillemets, et on cadre légèrement. Là, en l'espèce, on n'a pas été trop collé sur le texte, quoique. Mais on a été quand même, on a été libre mais bordé. Oh, c'est beau ça. Mais l'avantage, il faut le dire, c'est qu'il y a dans l'univers de Marion des personnages effectivement un peu atypiques, qui ne sont de toute manière pas des humains, qui sont des choses. Oui. Donc ça libère aussi l'interprétation, j'imagine. Eh ben pas nécessairement, parce qu'on attend parfois d'une bouteille qui parle quelque chose de beaucoup plus sobre que de Arnold Schwarzenegger qui rencontre Clint Eastwood au sortir d'un salon. Non, c'est très variable. Non, mais c'était pour faire la transition avec l'épisode que je vais lancer. Ah. En fait, donc, je ne les vois pas venir. On va regarder un deuxième épisode et puis revenir un petit peu ensuite à notre discussion. Ouais. Alors, attends. Je vous épargne le générique. Voilà. Pardon.
sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher teacher, si un astronaute meurt lors d'une mission dans le space, qu'est-ce que fait-on de son corps? Nous sommes en pleine mission pour Mars et on en a pour environ 3 ans. Alors merci du soutien. Dans la famille Donald, je demande Riri. J'ai pas, pioche. 3 années durant lesquelles nous serons à la merci des rayons cosmiques. Sur Terre, c'est l'atmosphère qui nous protège. Ici, pas de bouclier. C'est le vide interstellaire. On se prend tout. Bob, dans la famille Mouse, je voudrais Minnie. Tiens. Ah, vous voyez, Bob s'est pris trop de rayons. Il nous a développé un vilain cancer. Des gars de l'éthique ont déjà planché sur la question. Ils ont même créé des Death Sim, des simulations de mort. Si on le jette dans le vide spatial, comme dans Star Trek, il va mourir de froid. D'abord, il est déjà mort, et puis il fait moins 150 degrés, alors il va surtout congeler. Hélas, les Nations Unies interdisent de prendre l'espace pour une poubelle. Le cadavre pourrait en effet entrer en collision avec un autre engin spatial, voire atterrir sur une autre planète et la polluer de ses microbes. Et si on l'attache, on est bon là. Oui, même problème une fois arrivé sur Mars. On est champion. S'il arrive un accident à l'un des astronautes, it's a little step for humanity, but a big step. Enfin, que faire du corps? Faut-il le laisser sur place ou se retrouver avec un mourant dans le vaisseau? Ça va, Nat? J'ai eu des jours mieux. De plus, en cas de fuite d'une combinaison, qui nous dit qu'un virus inconnu ne pourrait pas infester le blessé? Mazo. Oh non, pas lui. Ajoutez à cela le stress des survivants, la pression psychologique de 3 ans de voyage. Finalement, ce que craignent le plus les experts, ce sont les tensions, l'ennui et les conflits. Pourquoi vous nous regardez comme ça? Tu me dégoûtes, Nathanaël. Ah ouais? Eh ben ouais. Et pourquoi? À ton avis, une des solutions imaginées serait de créer des pannes déclenchées depuis la Terre afin de ressouder l'équipe. Ici Houston, l'ampoule 234 secteur B vient de claquer. Il faut la changer. Doucement. Yes. Yes. Au fait, les gars, l'ampoule 234, elle sert à quoi? C'est l'alarme à incendie. Alors, l'équipe est ressoulée? Oui, elle fusionne bien. Elles font même. Pour trouver maison, tapez arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Ah, mais c'est des recherches de la NASA, hein. C'est glauque, mais c'est vrai. Non, mais j'aime bien cet épisode parce que j'avais pas assisté à l'enregistrement et quand je l'ai vu, je me suis repassé plusieurs fois le Liti qui fait maison parce que j'avais pas prévu que ce truc soit aussi drôle, fait par Jérôme. Ah, tu me fais rire. En l'occurrence, ce qui est aussi intéressant, et on arrive aussi un peu au cœur de notre sujet sur ce type de série, c'est donc là, en l'occurrence, les épisodes étaient écrits. Hein, et donc, là où il y avait encore plein d'autres choses à faire, c'était effectivement sur la partie mise en scène, sur la partie animation. Et là, toute la partie, le rythme que le comédien amène, l'acting, tout ça sont des choses qui, via ce qu'ils ont, eux, amené au moment des séances de voix, ont derrière pu influencer justement, je crois, les animateurs dans le mouvement, mais pas seulement. Ah oui, ça se voit, hein, parce que je vois, il y a un extrait. Par exemple, j'ai mis un personnage biblique. À un moment, c'est Jonas. Donc, pour moi, il allait parler comme un vieux monsieur barbu. Et bien, Jérôme l'a fait très différemment. Et on voit que tout l'acting change. Enfin, il a même, faut se dire qu'il avait même pas l'image, quoi. Donc, il a même rajouté un moment, je perds mes lunettes, alors que, enfin, ça veut dire que je sais pas comment il s'imagine le personnage et il l'a rajouté. Donc, toute l'animation a été faite à partir de sa voix et ça change tout. Je suis pas très claire sans l'image. Si, c'est clair.
Donc là, c'est vrai que c'est davantage sur l'écriture visuelle que toute la création qu'amènent les comédiens sur les personnages et sur les mises en situation va vraiment, pour le coup, influencer. Ouais, enfin c'est aussi l'idée d'une certaine manière de se mettre à deux pour faire un personnage, une voix plus un animateur. La voix qui vient avec son propre univers, ses accents, son jus, sa pêche, si tant est que la réalisation en général lui accorde de faire ça, eh ben on va pas, enfin sans prétention aucune, on se comprend, hein, mais ça inspire ou ça stimule en tout cas, ou ça déclenche quelque chose chez l'animateur qui va venir accomplir, enfin augmenter, forcer le trait dans ce qu'il perçoit de son audio. Moi, il est arrivé de temps en temps, notamment à Folimage, en repassant, où les animateurs, avec beaucoup de gentillesse et de courtoisie, disaient « GG, arrête de tirer sur les finales des phrases, arrête de faire niark à chaque fois, parce que ça fait plus de dessin, mais ça fait aussi plus rigoler. » Voilà. Oui, pardon, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. J'ai oublié de dire que la série, elle était quand même coproduite par Agathe Axdilo et Folimage. Pardon, Corinne. On va du coup essayer de mettre en image ce que vous venez de dire, avec ce fameux personnage. Ça, on l'a déjà vu, ça, non ? L'espace. De Jonas, c'est pas celui-là, merci. C'est Digéré vivant. On va peut-être sauter le générique, sinon tout le monde va l'avoir dans la tête cette nuit. Sinon, tout le monde va effectivement repartir avec cette musique. Cher prof, j'adore faire du bateau, mais si je me fais avaler par une baleine, ai-je une chance de survivre, tel Jonas dans la Bible ? Oh, Jonas, ce prophète rebelle. Faisons un petit rappel pour nos amis profanes. Tout a commencé quand il n'a pas voulu obéir à Dieu. Jonas, tu dois aller à Ninive, en Mésopotamie. Hein ? Oh non, c'est trop dangereux, hein. Moi, je préfère aller à Saint-Trope, moi. Dieu étant un peu soupolé, il a puni Jonas de sa désobéissance. Il l'a fait tomber du bateau et l'a laissé se faire avaler par un gros poisson, duquel il ressortit indemne au bout de 3 jours. Ah, il est susceptible, hein, quand même, Dieu. Et c'était quoi comme gros poisson ? C'est pas précisé, mais déjà, ça ne pouvait pas être une baleine. Aïe. Bah pourquoi ? Parce que la baleine ne peut avaler que de toutes petites proies, pas plus grosses qu'un pied. Un humain resterait donc coincé dans ses fanons. Steve, t'as un mec coincé entre les dents. Oh, merci, Kevina. Direction Saint-Tropez. Même avec ses dents, un cachalot ne pourrait pas marcher Jonas comme ça. En revanche, il peut l'avaler, car le cachalot aspire ses proies. C'est son pré-estomac qui va mâcher le pauvre Jonas en appliquant sur lui une pression d'environ 35 bars. Merci Seigneur. Dieu est trop bon. Et à votre avis, ça équivaut à quoi comme force ? A, à la pression d'un suçon d'Angelina Jolie. B, à la poussée que se prennent les rugbymen sur les épaules lors des mêlées. C, à la force à laquelle ce chien, lancé à 80 km/h, va casser le pare-brise. Bingo, c'est la C. Ensuite, Jonas doit subir le passage du pré-estomac à l'estomac. Or, ce passage est trop étroit pour un être humain. Ouf, vas-y. Merci, mon Dieu. Pour cette épreuve. De toute façon, ajoutez à ça les sucres, les acides et les enzymes gastriques, Jonas n'a aucune chance de survie. On sait toujours pas quel poisson a avalé Jonas. Il existe bien un animal qui peut conserver des aliments dans son corps sans les dégrader ni les casser. Hop, comme un petit frigo pour le régurgiter intact à ses petits. Mais ce n'est pas un poisson, c'est un oiseau. Le pingouin. Si vous voulez tout savoir sur les miracles de la nature et de la digestion des cachalots, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Voilà, donc par exemple, une proposition, Jérôme, que tu as faite. Comment ça vient, ces propositions ? Pourquoi pas ? C'est tout. Jonas, il est comme ça, voilà. Point. Non, c'est... OK.
C'est l'envie du contre-emploi sur Jonas, peut-être? Non, je sais pas. Oui. Bah oui, parce que c'est drôle. Enfin, parce que c'est drôle. Ou alors parce qu'on trouve ça drôle à ce moment-là et qu'on se dit qu'éventuellement ça peut fonctionner. Et puis qu'on rencontre un œil complice en face qui te dit ouais, vas-y, grand, c'est bien. Là, Marion, tu étais là, tu n'étais pas là. Ah, c'est peut-être pour ça, alors, en fait, en même temps, que donc ça a été retenu. Mais à la fois, ça fonctionne bien. Bah ouais, sans donner un personnage hybride, ça donne un ton, un truc qui finalement fonctionne. Donc c'est la concurrence des deux qui fait un cercle vertueux. Yes, j'adore ce mot. Bon, je vais vous montrer un dernier épisode parce que je vois que l'heure tourne et je voudrais qu'on vienne quelque chose que tu as amené qui, dans le jeu, passe par la voix, mais finalement aussi par l'acting que tu as amené et qui, derrière, a été vraiment carrément repris à l'image, bordé différemment. Et ça, c'est intéressant aussi d'en parler. Et c'est Obitologie. C'est ça. Ouais. Hop. Je passe le générique. Cher prof, ma coloc, elle est grave mignonne et j'aimerais trop être invisible pour la voir prendre sa douche, mais je trouve rien sur le net. Tu peux m'aider? Vous avez trop regardé Le Seigneur des Anneaux. Cette aventure avec Gandalf le magicien, des hobbits poilus des pieds et le fameux anneau qui rend invisible, mais c'est pas pour de vrai, c'est du cinéma. Vite, mon anneau! Et là, pouf, le hobbit devient invisible alors que lui, il voit tout. Seulement voilà, pour voir, l'œil doit dévier les rayons lumineux et les faire converger en un point. Donc, pour être parfaitement invisible, il doit être aveugle. Si Frodon voit, ses yeux absorbent la lumière. Donc, bien qu'invisible, on devrait quand même voir de petits points noirs se balader dans le vide. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. C'était une mouche. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Frodon? Je me suis pris une tapette à mouche en pleine poire, Sam. Savez-vous que le docteur Nicholas Hopkinson de l'Imperial College of London a étudié le niveau de vitamine D des personnages des romans de Tolkien en fonction de leur alimentation, leurs habitudes et leur lieu de vie? Ouais, l'excuse bidon pour mater des films au boulot. En gros, les hobbits vivent à la campagne, courent, boivent du vin et mangent du fromage au soleil. Ils sont en bonne santé. C'est pour ça qu'ils gagnent à la fin. Les méchants qui vivent dans des grottes, eux, sont agressifs, palichons et ressemblent à E.T. Donc ils perdent à la fin. Une carence en vitamine D augmente le risque de fracture ostéoporotique. Pas étonnant qu'ils perdent leurs bras dans Star Wars. Ils voient jamais le soleil. Ah, mon bras! C'est ta carence en vitamine D. Tu devrais faire une cure, Luc. T'es pas mon père. Ben, justement, Vous allez dire, ouais, les méchants, ils sont tous moches et vivent dans le noir. C'est le cliché des vilains. C'est vrai, car l'inverse serait vraiment perturbant. qui veut du thé? Mais à propos, vivre dans l'obscurité avec une alimentation pauvre et peu variée, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ah non, je veux trop pas finir comme eux. Vite, de l'air. Alors, plutôt que de chercher à être invisible pour me voir sous la douche, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Donc là, on peut le dire, hein, par exemple, il y a une scène qui n'était pas forcément prévue de cette manière-là. Marion, tu veux en parler? Moi, j'avais pas vu Sam et Frodon aussi proches. Et la manière dont ça a été enregistré et donc réinterprété par l'animateur rajoute, je pense, plus de connivence entre les deux personnages. Voilà. Il est encore parti en sucette. En l'occurrence, ce que je trouvais aussi intéressant dans le fait de vous demander de venir, en tout cas sur cette série, c'est que toi, donc, tu es auteur. Tu pensais pas forcément voir peut-être la bande dessinée adaptée quand tu l'as écrite. Qu'est-ce que cette expérience, toi, elle t'a donné en tant qu'auteur, justement, de voir tes personnages être
incarné. Est-ce que il y a un retour maintenant dans l'écriture là-dessus ou... Non, pas, moi au début, j'avais pas forcément envie qu'elle soit adaptée. J'avais eu des propositions avant Agathe Film et l'appel d'offres d'Arte. Mais on me disait il va falloir adapter, c'est-à-dire il va falloir virer des trucs, va falloir retirer les têtes coupées, il y a trop de sang, c'est trop trash, etc. Et j'avais dit non, parce que c'est ce qui marche en fait, c'est justement ça qui titille. Et c'est vrai qu'il y a certains, on m'avait dit mais ma petite, va falloir faire des efforts quoi. Enfin, déjà qu'on est assez gentil pour s'intéresser à ta BD. Et là non mais vraiment ils s'attendaient, je pense, à ce que l'auteur de BD ait vraiment des étoiles dans les yeux, mais pas de bol, j'en ai fait. Donc moi je leur disais est-ce qu'il y a une chaîne, est-ce que ça, et moi je veux pas que ce soit édulcoré parce que sinon ça sert à rien. Et en gros, je suis partie en leur disant je vous ai rien demandé, ce qui les a un peu choqués. Non, mais c'est vrai, et que si ça continuait à être une BD, ça changerait rien à ma vie. Enfin, par contre, quand c'est Arte qui a fait une appel d'offres et j'ai eu un bon contact avec le producteur Agathe Film, qui lui était venu très tôt en tant que lecteur. Il était venu me voir dès 2009. Arnaud Collina. Voilà. Lui, je savais qu'il ne ferait pas de concession à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'Arte, eux-mêmes m'ont désédulcoré des choses. J'avais édulcoré des trucs et on m'a dit non, tu peux y remettre. Je fais bon, d'accord, si vous voulez. En plus, ça rajoute chaque étape. Moi, en BD, je dessine un truc et des fois, je me fais waouh, en plus, il y a le son. Oh, en plus, il y a lui qui joue. En plus, il y a la musique. En plus, il y a le bruit. C'est vrai que des fois, je me dis waouh, ça va super loin. Ça rajoute des étapes, des fois des trucs que je trouve déjà trash en BD. Des fois, en anime, je fais je sais pas si ça va passer. Donc voilà, mais maintenant ça m'empêche. Non, je trouve comme c'est fidèle, non, je trouve que c'est réussi et ça a été respecté à ce niveau-là. Arte, j'ai été vraiment étonnée de la liberté. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup en France de trucs aussi des glingos, quoi. Enfin, pour adultes. Voilà. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que voilà, ça pousse justement, toi qui avais peur que les curseurs soient un peu rabattus, finalement, ils ont même été poussés et effectivement, avec des animaux de la sorte, j'imagine que ça n'a pas été vers capot ouvert, quoi. Voilà, on va passer à la deuxième série dont on voulait vous parler. Mais auparavant, je voulais demander à Nathalie Homs de nous parler un petit peu, parce que c'est important de le dire dans le cadre de cette table ronde, d'évoquer aussi un peu les métiers spécifiques sur les séries animées, dont on ne va pas forcément parler là, parce que, encore une fois, on a choisi 2 séries qui sont préenregistrées et qui ne sont pas doublées. Néanmoins, il faut le savoir, la majorité des séries le sont. C'est souvent d'ailleurs celles qui sont préenregistrées sont des séries qui sont fabriquées à 100% en France et donc qui permettent de faire cet aller-retour dans cette étape-là, et c'est pas forcément toujours la majorité, même si grâce à de belles réformes du CNC, c'est davantage le cas. En l'occurrence, donc Nathalie, ce dont je voulais que tu nous parles peut-être un peu, c'est au-delà de ton parcours de comédienne, celui que tu as maintenant en tant que directrice artistique des voix. Nous expliquer un peu comment ça fonctionne et peut-être la différence que tu vois justement quand toi tu abordes aussi des séries doublées, en quoi ce travail va un peu consister et quelle est la différence finalement par rapport aux comédiens, puisque tu es aussi comédienne, donc tu as un peu toutes ces casquettes. Alors, doubler, bon, c'est pas tout à fait du doublage, parce que c'est quand même aussi de la création de voix, même si l'image a été faite avant que nous intervenions en français, parce qu'on a souvent des voix témoins anglaises, mais c'est quand même une série française, avec un réalisateur français, des animateurs, même parfois tout est fait en France. Et les comédiens américains qui font les voix témoins et après on fait l'animation, souvent habitent en France ou c'est fait à Londres, etc. Et nous, après en français, on fait les voix sur l'image. Donc c'est vrai que c'est un autre exercice parce qu'on a un cadre assez précis avec une image, avec un rythme, avec des personnages qui sont dessinés, avec une énergie qui a été donnée.
à la fois on peut être aussi créatif parce qu'on crée quand même un personnage, on apporte ce que tu disais, on amène notre fantaisie et notre voix, notre vécu, enfin tout ça, notre créativité aussi à travers l'image. Ce qui différencie, il y a des comédiens qui sont très à l'aise avec l'image et moins à l'aise en pré-recording, parce qu'en effet en pré-recording, ce qui est génial, c'est qu'on a aussi un cadre très précis qui est le texte. Et c'est vrai que plus le texte quand même est preparation means luck. C'est vrai que si le texte est vraiment très très bien écrit et bien pensé, que les personnages sont très construits, on a une grande liberté de jeu. Voilà. Et après, en fait, les animateurs s'éclatent bien aussi à travailler sur les voix. Mais il y a des comédiens qui préfèrent l'image et qui sont super perdus quand tout à coup on leur demande d'être derrière le micro avec un texte et de partir comme ça avec leur imagination. C'est plus difficile. Donc ça dépend des comédiens et des projets, quoi. Alors ce qu'on ne sait pas forcément, c'est justement quel va être le lien entre le réalisateur et la direction des voix, sur quoi peut porter un peu le travail de préparation, y compris en termes d'image, de consignes un peu techniques, quel type de plan, je crois. Oui, alors c'est vrai qu'en pré-recording, le directeur artistique, celui qui va diriger, qui va aider à diriger les comédiens, évidemment, toujours le réal est là. Il a ses plans dans la tête, il a son histoire, il a évidemment sa série dans sa tête. Donc moi je sers un peu, le directeur artistique sert un peu de lien entre un langage qu'on pourrait traduire aux comédiens pour que est-ce que c'est un plan large, est-ce que c'est un plan resserré, tu le veux comment à ce moment-là, est-ce qu'il entre, il tape dans une porte, plein de choses qui sont parce qu'on ne travaille pas au board. C'est vrai que j'ai fait de temps en temps des séries comme ça en pré-recording avec le board. Alors là, c'est super galère pour les comédiens parce qu'on ne comprend rien et la vitesse, c'est très lent et on n'est plus du tout dans l'énergie du jeu, dans le rythme. Donc ça, c'est vraiment... moi, je trouve que ce n'est pas du tout une bonne façon de travailler. Si on est en pré-recording, c'est le scénar, le jeu, les dialogues et on y va, quoi. Et à l'image, c'est vrai qu'on a aussi les réalisateurs qui sont présents et là, c'est plus pour eux, il y a une telle exigence, parce qu'il y a une telle exigence dans l'animation, dans le dessin, les émotions, tout ce qui passe à travers le regard et le geste. On est là aussi pour aider le comédien à comprendre et à écouter le désir du réalisateur et tout ce travail de tous ces gens derrière, parce que nous on ne se rend pas compte qu'il y a autant de gens qui travaillent derrière une série et ça c'est génial, quoi. Donc voilà. Alors justement, tu parlais de tout ce qui est comédie de personnages. En l'occurrence là, je crois que c'est peut-être comme ça qu'on pourrait qualifier la série dont on va parler maintenant, Mandarine & Co. En l'occurrence, c'est une série qui date de 2007, je crois. Ah oui, on ne rajeunit pas, hein, voilà. Donc là aussi 2 saisons de 78 fois 7 minutes. C'est également une adaptation, mais ce qu'on pourrait appeler d'adaptation-création, de la bande dessinée de Jacques Hazan. Et en l'occurrence, Alexis a coécrit avec d'autres auteurs, dont Jean-Luc Fromental ou Marion Montaigne, ici présente, ont adapté à l'écriture, mais de façon très libre, c'est-à-dire qu'en gros, les histoires qu'il y a dans cette série n'existaient pas en tant que telles dans les albums. C'est vraiment tous les personnages en eux-mêmes qui existaient. Donc c'est vraiment des histoires originales, on peut dire. Et donc là aussi, en pre-recording et avec vraiment une volonté, en tout cas d'être dans une écriture sur mesure, avec une volonté très très précise sur les comédiens et la façon dont ils pouvaient, je crois, influencer les choses. Est-ce que tu peux nous parler, là aussi un peu le même exercice que Marion, du casting ? Absolument. Bonjour à tous. Effectivement, à l'époque, donc en 2007, c'est donc effectivement une vieille série aujourd'hui, Mandarine & Co. Moi, j'avais eu un coup de cœur pour la bande dessinée de Jacques Hazan qui s'appelait Chico Mandarine, mais Jacques avait un dispositif narratif en 2 planches. C'était des gags en 2 planches. Et nous étions censés faire des 7 minutes. Donc il fallait se reposer des questions narratives fondamentales sur cette adaptation.
En fait, on a conservé uniquement le dispositif initial, c'est-à-dire les personnages principaux, la famille. Donc le pitch de Mandarin & Co est très simple, c'est le quotidien d'une famille barrée. Voilà, il n'y a pas plus de concept que ça. Et à l'époque, on travaillait avec France 3, c'était l'arrivée d'un nouveau directeur d'unité. Et je vous donne un tout petit peu de contexte, c'est nécessaire. La problématique d'un nouvel arrivant sur une unité de jeunesse, c'est que s'il veut marquer ou imprimer sa marque à l'antenne, généralement il est tributaire des commandes de son prédécesseur et il peut espérer voir arriver ses choix éditoriaux à lui, en gros 2 ans après ses commandes, donc c'est assez long. Donc à l'époque, nous avions fait un pari commun. Normal a toujours été un studio qui fabriquait 100% ses séries en France. Donc on s'est dit, pourquoi pas travailler dans un esprit un peu plus magazine. C'est-à-dire, on fait un épisode, ça nous prend, on prend un peu d'avance sur la diffusion, disons 1 mois ou 2 sur la diffusion. On fait un épisode, on le diffuse et on essaye de tenir le rythme d'un épisode par semaine. Ça, c'était le pari initial. Ce qui fait que quand on a proposé cette série à l'antenne, moins de 6 mois après, on était à l'antenne. Donc c'était un record de rapidité sur de la série télé. En général, on est plutôt sur 24 mois. Ouais, 24 mois, en gros, c'est à peu près ça, généralement. Ce qui fait qu'il a fallu poser toutes les bases de la série en même temps qu'on la fabriquait, ce qui a donné ce résultat-là. Alors, ça a donné, en fait, effectivement, le résultat de Mandarin & Co, c'est que c'est une comédie de personnages. Et les comédiens ont été plus que fondamentaux dans l'élaboration du ton de la série. À savoir qu'on a commencé à enregistrer avec les comédiens, on avait un script. Et à peu près 6 à 8 pitchs d'épisodes à suivre. Et très tôt, moi j'étais réalisateur de la série, et c'est moi qui dirigeais, contrairement à ce que disait Nathalie pour d'autres expériences. C'était le réalisateur, et j'ai toujours tenu au studio que ce soit les réalisateurs qui dirigent leur séance. Donc j'étais à la fois, j'avais une position un peu intermédiaire, un peu centrale. J'étais co-auteur avec Jean-Luc Fromental et Jacques Azan des scripts. Je faisais généralement toutes les versions finales avant enregistrement des scripts pour lisser les dialogues, pour créer l'homogénéité. Je faisais en gros, sans prétention, un petit boulot de showrunner sur le truc. Et c'est moi qui dirigeais aussi les séances. Donc très vite, j'ai appris à connaître par cœur mes comédiens. Et en fait, ce sont mes comédiens qui ont trouvé mes personnages. Moi, je savais que j'avais une mère, un père qui était représenté sous forme de téléphone, un gamin pré-ado, une gamine un peu patate et une vache. Mais objectivement, j'en savais pas plus. Donc, une fois qu'on avait fait les 3 vannes obligatoires sur une vache dans une maison de famille, bon, ouais, ok, c'est un animal de compagnie incongru, mais bon, voilà, ça va pas pisser très loin non plus. Et vraiment, les personnages sont venus avec les comédiens. Alors, le casting a été fondamental parce que les 4 comédiens qui interprétaient les 4 personnages principaux sont Bernard Allan, qui interprétait la vache, donc un garçon à l'inverse de Marion Montaigne, un garçon pour ah non, c'est la même chose d'ailleurs. Non, c'est la même chose, pardon. Nathalie Holmes, qui donc s'est révélée bicéphale sur l'opération parce qu'elle interprétait le frère et la sœur. Donc du coup, nous à l'écriture, on s'amusait à lui écrire des dialogues conjoints, c'est-à-dire en chœur, vous disiez la même chose, ce qui était assez drôle en séance. Et Évelyne Grandjean interprétait la mère. Au casting, Évelyne Grandjean, moi j'avais une vache, donc j'ai dit je vais convoquer des comédiennes. Donc Évelyne Grandjean était venue pour faire la vache et Bernard Allan était venu pour faire le père. Et quand j'ai entendu la voix de Bernard, j'ai dit bon ok, Bernard c'est la vache et Évelyne ce sera la mère. Et rien que cette manipulation-là de casting a donné un éclairage sur les personnages totalement nouveau. Et c'est vrai que très rapide, mais peut-être que c'est trop long et je vous mets est-ce qu'on met un petit extrait d'épisode Juste dire un truc, parce que c'est ça qui est vachement intéressant, parce que nous, les comédiens, quand on jouait Mandarin & Co, le texte était tellement fourni, il y avait tellement une rapidité, parfois même pas de ponctuation. On était là, on ne comprenait rien à ce qu'on faisait. Rien. Alors c'est ça qui est drôle, parce que nous, on n'avait pas du tout conscience. Peut-être après l'épisode. Donc c'est pas le même registre que Tu m'auras moins bête. C'était une série qui était quand même censée passer dans les cages jeunesse, même si en vérité, à mon avis, le vrai registre de Mandarin & Co, c'est le grand public et pas spécialement la jeunesse. Ceci dit, les enfants sont les bienvenus à bord, ils peuvent regarder le programme. On essayait à l'époque quand même... Oui, on parlera de tout ça après. Pardon.
on va essayer de rendre les choses plus concrètes pour vous. Alors, comme ce sont des épisodes de 7 minutes, si on a le temps, on en passera un en entier à la fin, mais on vous a privilégié des petits extraits pour mettre en scène la famille. Lulu, arrête ça! Arrêtez ça quoi? Le truc avec tes yeux, même pas drôle! Le truc avec mes yeux, même pas drôle? Oh, relou, c'est pas vrai? Ben quoi? Continuez, mademoiselle, insistez! Et demeurez ainsi toute votre vie! Mais quoi? Moi, je trouve que ça lui va bien. Ouais, la bonne dégaine, quoi. T'as raison, elle a trouvé son style. Mais lâchez-moi quoi! Tes yeux! Regarde, tu louches! Et pas qu'un peu, hein. Mais y arrive pas! Hé, ça craint! Ah, c'est horrible! Ah, c'est horrible! Ah, c'est horrible! Mais non, le méga bon style! Top fun, Lulu. Ouais, pour une fois. Ah, je fais pas exprès! Pour une fois. Ok, test. Prête? On y va à vous. Oui, madame. Tu vois quoi, là? La vache! Et là? La vache, mais en plusieurs! Et là? Ben, un arbre! Ok, vu. Net de loin, flou de près, strabisme. En un mot, hypermétrope. Oh, vous saviez? Fastoche. L'optique pour un scientifique. C'est de la crotte de bique. Lunettes, I presume. Verre correcteur, tout ça. Oui, c'est ça. Ah non! Pas lui! Pas lunettes! Top moche! C'est pourtant chouette, les lunettes. Toutes les stars en portent. Pas vrai, docteur? Alors? Applause! Yo, trop beau! Top vintage! Vous le pensez vraiment? On dirait une Cadillac. Oh, le gros style qui kill sa race. Tu me les prêtes? Stop là! Ça pas joujou, ça médical. Je suis hyper mais trop peu. Ça veut dire que je vois hyper bien de loin mais trop peu de près. Classe! Tu me les passes? Passe-les-moi! Non! Ah oui, ça lui va très bien. La vraie mini-miss. D'ici qu'elle nous gagne des concours. C'est vrai que je déchire. Dis-lui que je déchire. Tu déchires. Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait, la grosse bête? Moi aussi, je déchirerais si j'en avais des lunettes. Non? Allô? Allô? Vous êtes sur la boîte vocale de Mandarin & Co. Madame! Qui, quoi? Sent pas bon, mon verre de jus d'orange. Mais enfin, c'est pas... Oh non! Mais quoi? Bon, ça va. Arrêtez. C'est cousu de fil blanc. Alors là, je vois pas, là. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi que vous regardez une chaise? T'es pénible. Allez, prête-les. Dans tes rêves. Oh, c'est relou. Top méga relou. Attendez. Vous êtes où? Les amis? Une bête dans cet état. Dès le matin qui plus est. Oh. J'y crois pas. Le fauteuil, elle a tout destroy. Le fauteuil? Mais j'ai cru que c'était ma baballe. Je perds la vue, comprenez-vous? J'y vois plus de gouttes. La nuit me guette. Crosse toujours, grosse chouette. Je vois plus où je vais. Je sais plus où j'habite. Il me faut des lunettes. Ah mais non. Ah mais si. Ah mais non. Ah mais si. Ah mais non. Ah mais si. Ah mais non. Arrobase 31400 pi, interdit aux moins de 12 ans. Silence hôpital. La tête à Toto? Pas une lettre de juste. C'est grave. C'est très grave. Mais enfin, c'est une vache. Elle sait pas lire. Vous êtes comme votre maman, vous. Vous allez m'apprendre mon métier. Oh, si vous me demandez mon avis, elle pipote. Ça, c'est ce qu'on dit pour pas me payer des lunettes. Oh, Mandarin & Co. Oui, elles vous vont impec. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont chères. Mais je me sens belle, c'est l'essentiel. Ah, c'est fou. Le modèle Afrolook 1956, si je pensais les vendre un jour. Ah, tigre de vache. Il y a un peu moins d'animaux qui s'enculent que dans Tu m'auras moins bête, mais bon.
Peut-être tu peux expliquer, là on est effectivement vraiment sur une comédie où les dialogues, donc toute la rythmique est fondamentale. Tu es aussi, ce qui t'a intéressé notamment par exemple dans des comédiens comme Bernard ou Evelyne, c'était aussi d'autres expériences qu'ils ont amenées à la troupe, peut-être tu peux expliquer ? Oui, en fait, ce que ça a amené réellement de travailler avec les comédiens, c'est le style de la comédie. C'est-à-dire que j'étais moi très attentif à ce qu'ils pouvaient me donner. J'essayais d'aller chercher au plus loin de ce qu'ils avaient en eux. Et en fait, ça a induit sur l'écriture un ressort de comédie classique, qui est certes classique, mais qui n'était pas spécialement prévu à l'aune de la Bible. C'est que les personnages se sont révélés omnubilés par eux-mêmes. C'est-à-dire que dans la série, chaque personnage ne pense qu'à sa gueule. Et c'est un recours de comédie assez classique, mais c'est vrai que ça fonctionne particulièrement bien. Évidemment, le seul qui soit un peu altruiste et concerné et ouvert aux autres, c'est le pré-ado qui s'appelle Chico. Et bien évidemment, c'est lui qui s'en prend plein la gueule. Et tous les autres ne sont monopolisés que par leurs envies. Et c'est vrai que du coup, ça a amené ça, le travail avec les comédiens. J'ai oublié totalement la question, Alice. La question, c'était plutôt dans, par exemple, Bernard ou Evelyne, ils amenaient une autre expérience, en fait. Alors, Evelyne Grandjean, je ne sais pas si vous l'identifiez, mais c'est une grande comédienne, déjà. Elle a fait beaucoup de télévision à la grande époque, dans les années 70. C'était une complice de Pierre Desproges, de Thierry Leluron, de Jean de Seta Kabila. Elle a fait beaucoup de radio aussi. Et donc, elle avait l'habitude de multiplier les expériences sans filet. Donc ça, c'était idéal en séance. Et c'est vrai que la mère, dans le dispositif narratif, elle est inventrice au foyer. Elle n'a qu'une préoccupation, c'est de choper le prix Nobel. Tout le reste, elle s'en fout. Et moi, je l'ai travaillé comme étant... Je me suis amusé, au fur et à mesure de la saison, de lui faire perdre la boule. C'est-à-dire que je l'ai pris un peu comme un personnage qui était en cours d'Alzheimer. Et plus les épisodes se construisaient, plus elle devenait foutraque et confuse. Et à la fin, ce que racontait Nathalie était tout à fait vrai. Je lui écrivais des dialogues qui étaient totalement abstraits. C'est-à-dire que elle tendait vraiment vers l'abstraction la plus totale. C'était plus que des suites de sons. Et je lui donnais le sens. Je lui disais, bah là, en gros, elle dit à ses enfants, range ta chambre et ta gueule. Voilà. Elle me dit, ah ok, c'est bon. Et donc elle le jouait avec l'intention. Et quand on montait le son au final et que c'était pris dans le contexte global, c'est-à-dire qu'il y avait les répliques des autres personnages et le fil de l'histoire qui quand même traversait la situation, ça se comprenait très très bien. Et on avait un dialogue mais totalement abstrait qui débarquait au milieu d'un épisode. Et ça, c'était vraiment, quand on réussissait ça, on était content. On avait instauré, nous, la production, ce qu'on appelait un test radio, c'est-à-dire on enregistrait tout le temps au préalable effectivement les épisodes. Les storyboarders puis les animateurs travaillaient sur ce matériel-là. On montait nos prises de voix et on faisait ce qu'on appelait le test radio, c'est-à-dire que si ça nous faisait marrer à l'écoute, on faisait l'épisode. Si ça ne nous faisait pas marrer, on laissait tomber, on disait on va pas se faire chier à faire des images sur un truc qui nous fait pas rire d'entrée. C'est arrivé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs scripts qui ont été écrits, validés par la chaîne, sur lesquels tout le monde pensait que ça pouvait faire le boulot, et en fait c'était juste pas drôle. C'était pas... Le filtre comédien ne révélait pas l'histoire, donc là on laissait tomber. Mais je vais peut-être repasser la parole à Nathalie pour on en était parler. Mauvais quoi en fait, en clair quoi, c'est ça. Ouais. Non mais c'est ça qui est génial parce que c'est vrai que quand on faisait Mandarine & Co, bon c'était une aventure. Moi c'était ma première série en tant que comédienne vraiment de rôle important et c'est une double rôle. Et c'est vrai que on enregistrait tous ensemble. On se regardait et on partait. C'était vraiment un truc très très fort parce que très rapide, un coup de feu, comme au théâtre. Enfin, on était vraiment porté par une énergie avec une précision parce que Alexis avait vraiment évidemment tout dans la tête et il savait exactement ce qu'il voulait. Et quand on voyait les images après et qu'on entendait nos voix sur les personnages, on était là. Complètement éberlué parce qu'on n'avait aucun recul, aucune idée de ce que ça allait donner et ça c'est magique, c'est magique et voilà. En l'occurrence, je crois que vous n'aviez pas les textes avant, ce qui n'est pas toujours le cas. Normalement, on essaie de vous donner les textes. Moi, je déteste avoir les textes avant, ça c'est un truc que j'aime pas du tout. J'adore découvrir et être dans la spontanéité, mais c'est vrai qu'en tout cas on n'avait pas les textes avant et parfois on comprenait même pas ce qu'on jouait, mais c'était chouette. On se laissait complètement faire par le et Bernard notamment. Ouais. Parce que Bernard Allan, qui est également... j'ai eu la chance d'avoir que des grands comédiens sur cette série, mais qui est un très grand comédien. Au début, j'essayais de leur fournir les textes avant, Pardon, on peut peut-être dire qu'il a fait beaucoup de théâtre. Donc oui, Bernard Allan, qui a fait beaucoup de cinéma, de théâtre. Et
j'essayais un peu par présomption, par prétention, pardon, plus précisément, de leur passer les textes avant en disant ils vont répéter, tout. Mais c'est complètement bidon, personne ne fait ça. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'il valait bien mieux qu'ils ne connaissent pas les histoires, parce qu'à un moment intermédiaire, je leur expliquais, je leur briefais le contexte, et à un moment, on jouait la découverte, et Bernard était... La première prise était toujours exceptionnelle. Et dès qu'on reprenait pour un problème technique, s'il y avait eu un problème d'enregistrement, c'était moins bien. Et il faisait, c'était tout chousse et c'était parfait, quoi. Et ça définissait encore mieux le personnage. Et juste, c'est vrai que Chico et Lulu, bon, je les faisais pas du tout sur deux pistes. Enfin, je passais pas deux fois sur la scène. Je parlais. Une fois c'était Chico, une fois c'était Lulu. On se parlait tous les deux. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment dédoublée, quoi. C'était très drôle. Et le cerveau clique quelque part. Et après, on a le personnage. Et voilà, on est dedans et c'est génial. Et le côté troupe qui n'est pas forcément toujours quelque chose que, justement, en pré-recording, on a l'occasion vraiment d'appréhender. Là, vous avez réussi à vraiment être dans un peu cet esprit de troupe, non ? Ah oui, ça, c'était génial. On a même enregistré un épisode à Annecy en live, devant le public et tout. C'était une expérience formidable. Mais c'est vrai que, voilà, nous, Jérôme, plein de comédiens qui font de l'animation font aussi du doublage d'autres films, de live, enfin ce qu'on appelle le cinéma, le live, enfin des gens, des vrais. La viande, pour parler vulgairement. Mais c'est vrai que l'animation, enfin, moi ce que j'adore, c'est ce monde à la fois de gens qui travaillent pendant des années sur des choses. Et il y a en effet cet esprit de troupe avec tous les corps de métier, tous les artistes qui travaillent. Et nous, comédiens, on se doit d'être aussi dans cet esprit et j'aime bien. On va essayer, si vous le voulez bien, de regarder un autre extrait. Oui, alors c'est un extrait d'épisode. Alors comme on était en flux tendu un peu sur la fabrication et qu'on avait un budget plutôt rikiki mais une conviction Maus, et je pense que les deux se voient à l'écran, par moment on était obligé parce qu'on n'arrivait pas à tenir la cadence à la semaine, on était obligé de trouver des ruses pour les épisodes. Alors par moment on disait putain, faut qu'on trouve une idée pour faire moins d'animes, faut qu'on trouve une idée pour faire moins de décors. Donc il y a eu des épisodes comme ça qui étaient un peu pensés en fonction de la réalité de la fabrication et de l'économie à l'instant T du programme. Donc là, l'épisode que vous allez voir, c'est un épisode où on était en retard sur l'animation. C'est-à-dire que les épisodes d'avant nous avaient pris plus de temps que prévu. Et donc il fallait trouver une idée où on n'avait pas animé dans l'épisode. Donc je vous laisse découvrir le truc. T'as bougé! Moi, je fais ce que je peux! C'est pas sorcier quand même! T'es censé voler! Me crie pas, hein! C'est ta BD, hein! Ma BD dont tu es le héros! Et quoi vous jouez? Au statut? Dépêche! Mollo, arrête le stress! Bah quoi, ce Destroy? C'est pas une heure à danser le pogo? M'énerve! Il bouge tout le temps! Problème de bouger? J'ai! Tadam! Exactement ce qu'il faut pour résoudre ton problème, Chico. Zou, position, vous. Bien, madame. Point tendu, levez la papate. Là, top! Froncez sourcils, grande gueule ouverte, tronche qui met bien les jetons. Là, top! Nickel, plus bouger. Vacheman, la vache qui craint vilain. Ok, action! Et Annabelle, pouvez y aller, c'est du costaud. Ça tient des heures. 5 minutes suffiront. Pas mal le truc. Fais voir. Enfin, ça va pas? Rends-moi ça tout de suite. Ah bah bravo, d'accord. Et quoi je fais, moi, maintenant? Prix Nobel, Mandarine & Co. Ma mère est une statue. Mon frère est une statue. La vache est une statue. Ça craint. Ma mère est une statue, mon frère est une statue, ma vache est une statue. Trop cool. T'es vraiment pas beau comme ça. Oh, nettement mieux. Monsieur a bon goût. La petite touche féminine, ce sera top Mimi le Chico. Ça mérite photo. On ne bouge plus. Yo, méga teuf lundi à la récré. R1. Quoi doit dire? Pas bien compris. T'as pas soif, toi? Quoi? Bon juju, bon orange. Un nectar. Allez hop, cocktail. Oh, merci, maman. 20 € de chouette.
temps en temps. C'est tellement mérité, Lulu chérie. Oh, Viens à la boulangerie, je reviens, hein. Bougez pas. Mandarine, 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 and go. Ah voilà. Personne n'a bougé. Passez votre temps à buller, hein. C'est pas vrai, ça. Faut que tu nous sortes de là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Statufieur, tu le ramasses. Le quoi? Oh, le statufieur, l'enjeu là. Ah, le statufieur. Ok, je le ramasse. Ensuite. Tu vois la tirette juste en dessous du bouton rouge? La quoi? Oh, la tirette. Nous comprendo. Ah, virage. Ah, virage. Ah oui, la tirette. Si je la tire vers moi, tu seras plus une statue. Et moi, je serai pas punie pour les 20 €. C'est ça? C'est ça, c'est bien cette tirette-là, pas punie. Deal? C'est pas de misérables bouteilles qui vont mettre en péril une si belle amitié, non? Deal? C'est marrant comme photo, ça fait un souvenir. Deal? Je sens venir la caca. Bingo. Combien de temps pour que l'effet se diffuse? Les jours, peut-être. Oh, le wouir. Mandarine & Co. Donc, Voilà, là, donc, un moyen, 2 minutes, pardon. Un moyen, en tout cas, Voilà, de gérer un peu particulier de gérer les problèmes de coût. 2 minutes d'animation et après ils sont paralysés tous les 4 pendant 5 minutes sur 7. Voilà. Mais les dialogues, on essaie d'avoir des dialogues assez vivants, donc ça s'équilibre. Là, en l'occurrence, vous êtes appuyé encore plus sur le dialogue, même si on ne comprend pas très bien toujours ce qu'ils disent. La générosité des comédiens, je crois que sur une série comme ça, qui effectivement est jeunesse, mais où il y avait la volonté de pouvoir aborder des thématiques très différentes, elle était essentielle justement pour faire passer des choses qui ne seraient peut-être pas forcément passées en termes de ton, notamment pour des programmes jeunesse. Oui, en fait, soyons très francs et très clairs, on n'avait pas spécialement envie de faire une série jeunesse, on voulait faire une série. Donc la chance a été avec nous parce que, vu le pari initial qui était de fabriquer en gros un épisode par semaine et de le diffuser, en fait on a eu de la chance, c'est-à-dire que notre premier épisode a plutôt bien marché à l'antenne, donc voilà, ça a mis tout le monde en confiance. Et nous, qui sommes parfois un peu sournois, on a commencé à monter un tout petit peu le niveau de la comédie, et en fait on se constatait de semaine en semaine que plus on montait le niveau de la comédie, plus l'audience marchait. Jusqu'à atteindre des audiences pour l'époque qui étaient vraiment sans prétention non plus, mais qui étaient des très bonnes audiences. On était ravis de ça. La série arrivait à fédérer un public assez divers, donc c'était cool. Et à la fin, clairement, à la fin de la saison 1, c'est une série adulte, ce serait exagéré, mais la série n'est pas du tout la même qu'au début de la saison. Donc c'est vrai que plus on montait la comédie, plus ça fonctionnait. Et pour monter la comédie, on s'appuyait de plus en plus sur les comédiens. Est-ce que, Nathalie, toi, tu avais l'impression que c'était voilà, une série un peu différente, où ton rôle en tant que comédienne ou dans ce qu'on t'écrivait changeait? Est-ce que tu l'as interprété différemment de ce que tu as fait avant, après? Oui, c'est vrai que c'était une série, bah oui, évidemment pas une série jeunesse pour les petits, où on a peut-être un rythme évidemment beaucoup plus lent pour expliquer les choses, etc. Mais en fait, bon, on n'est pas toujours très intelligent. Je parle pour moi. Je suis pas toujours d'une intelligence supérieure pour savoir, savoir si c'est mieux ou enfin si c'est différent. En fait, quand on est comédien, on se laisse porter par le projet, par ce qui nous est proposé. Et ça, en fait, c'est une rencontre aussi. C'est une rencontre complètement incroyable entre un rôle et un comédien, et une série et un réalisateur. Et les choses se font comme ça, par affinité. C'est beaucoup à l'instinct aussi, quoi.
Donc, mais c'est vrai que c'est une série très différente. Et d'ailleurs, vous parliez de Juliette.0. Je suis assez fière parce que c'est moi qui faisais Juliette et, pour Arte. Et j'ai vraiment adoré cette série aussi. Et c'est vrai que c'est une série, là, pour le coup, qui était vraiment aussi dirigée à un public plus adulte, avec des dialogues un peu plus matures et tout, qui était chouette. Et voilà. Je vous montre un autre extrait qui permet là aussi de montrer un peu comment on peut aborder des choses un peu différentes là aussi dans le cadre de la jeunesse. J'introduis un tout petit peu l'extrait, pardon. C'est un épisode qui avait trait à l'addiction, en fait. Étrangement, la vache dans la série est accro au jus d'orange. Il n'y a pas d'explication à ça, mais c'est présent dans tous les épisodes et les spectateurs le savaient. Et là, c'est un épisode où on se rendait compte que sa consommation de jus d'orange représentait 40% du budget familial. Et donc, après plusieurs tentatives pour la faire décrocher, ils ont décidé de l'envoyer dans une clinique en Suisse spécialisée dans les addictions. Ce qui n'était pas un thème évident tout de suite sur la cible première. Ah, le son. Ouais, on a un problème de son, pardon. Jérôme va nous faire Dieu, non? Ou Satan? Donc là, c'est le moment où ils partent à la clinique. Hein. Oui, absolument. J'y vais pas, c'est la campagne. Pas du tout, c'est la montagne. C'est faut monter encore un tout petit peu. Mais non, mais quelle est sotte. Merci. La clinique où vont les stars, les footballeurs, les people, les chanteurs, Satisfaction et tout ça. Enfin, vous la sauverez, votre vache. Vous la remettrez pas. Ah, qu'est-ce que je disais, des vaches? Plein de vaches. Elle aime pas le pololo, t'es sale pas, choupi. Jamais vu boire de lait. Le lait, c'est nul. Ne laissez pas. Je toucherai plus une goutte de jus. Ouais, ça fait quelque chose. Top cruel, trop cruel, top cruel, trop cruel. Et tout à fait entre nous, c'est plutôt eux que je plains. On va y faire sa petite piqûre à la babache, hein? Tenez-la serrée, les montagnards. Ça y est, elle me manque. Alors, comme ça, on n'aime pas le pololo. Soif. Je veux ma vache, je veux ma vache, je veux ma vache ou je meurs. Oh, mais Lulu, lâche le volant. Mandarine Co. Ma vache. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Faut rompiche, là. Passons ma vache. C'est comme si on m'avait pris mon ours en peluche. Sauf que l'ours, c'est ma vache. Tu l'appelleras demain ta vache. Allez, bisous. Ma vache, ma vache, ma vache, ma vache, ma vache. Ah, elle peut pas vous parler, hein. Elle est en sudation. Ma vache. Ma vache. Oh, c'est dingue, hein. C'est moche, le manque. Ah, ça va pas être possible, hein. Elle est en repentance. J'ai été une méchante petite génisse. Mou, Ah, ben non, là, elle a ses tests. Oui, non, oui, si, non, si. Faudrait vraiment qu'elle lui parle. Elle est mal, là. Ah non, là, elle est au bloc. Elle sera prête ce soir, hein. Appuie, plus vite. On lui a coupé sa dépendance. Fini le chute orange. Elle boit plus que du pololo. Oh, formidable. Satisfaction. C'est notre devise. Hein? Ciao tutti. J'en ai profité pour me faire ravaler la façade et en monter un peu les pis. Bon, donc là, en l'occurrence, on est sur des thématiques un peu nouvelles. Néanmoins, on a aussi tout simplement le rapport de deux enfants, et notamment de Lulu à son animal de compagnie. On voit d'ailleurs là toute l'étendue de ton talent et le registre vocal que tu as dû convoquer régulièrement. Je pourrais pas vous le faire là en live. C'est pas la peine. Enfin, je crois pas qu'ils j'ai un peu dorment la crève tous aujourd'hui. encore, donc ça va. C'est pas la peine pour les oreilles, c'est super dur. Les animateurs, parfois, quand je les croisais, ils étaient là. Ah, c'est toi qui fais Lulu. Ah, ok. On t'a dans le casque toute la journée, on n'en peut plus.
Non, mais c'est vrai que Nathalie a une énergie incroyable et une capacité de comédienne à pouvoir pousser très très loin cette énergie. Et c'est vrai ça a influé réellement sur le personnage de Lulu, qui n'était pas si défini que ça, comme j'ai déjà dit, mais au départ. Et c'est vrai que ça l'a totalement défini. Et justement, par contraste avec Chico, que donc Nathalie interprétait également, et qui est un peu le rentré de la famille. Ah bah lui, c'est un brave mec, donc oui, forcément, il s'en prend plein la gueule. C'est tant pis pour lui. Très bien. En tout cas, là, sur les thématiques, avec la chaîne, ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'ils ont aussi été, je pense, séduits par cette comédie de personnages qui restaient dans la famille, dans tout ce qu'elle peut avoir de déglingue, au fond, et que chacun connaît, c'est-à-dire la vraie vie. Et tout à l'heure, on parlait de générosité dans l'interprétation, mais c'est ça aussi dans les rapports des personnages, dans le fait de se dire qu'avoir une vache à la maison, c'est tout à fait normal, qu'elle a le droit d'éprouver des sentiments, de se faire refaire l'épi si elle le souhaite. Enfin, remonter l'épi. Pardon, remonter l'épi. Enfin, en tout cas, tout ça, c'est vraiment les comédiens qui, dans leur approche, ont permis de modeler les personnages et de pousser les thématiques. Oui, parce que si parfois les idées piquaient un peu, c'était tellement généreux et chaleureux du côté des comédiens. Bernard Allan, par exemple, dans sa composition de La Vache, il amène... Voilà, on aurait presque pu lui faire réciter des versets sataniques et ça passait, quoi. C'était vraiment cette qualité de générosité et de chaleur qui fait que, voilà, moi je savais que si on abordait des thèmes un peu piquants, globalement, on avait un dessin d'une vache au final sur ce dialogue-là. C'était pas un vrai bonhomme qui disait ça dans une vraie télé, et il y avait l'interprétation de Bernard et que, en gros, on n'était pas si border que ça. On voit que c'est une série aussi où les comédiens ont régulièrement à chanter des petits intermèdes ou à pousser, même dans les dialogues, un peu la voix. On va passer là un petit extrait avec notamment Bernard Allan qui est la vache et qui souhaite donc avoir un poney, enfin en tout cas faire du poney. Voilà comment cette envie d'aller explorer la voix a influé la façon de décrire les dialogues et de se faire plaisir avec ça. Donc toujours sur Bernard, pour que vous le situiez un peu, c'est l'acteur qui joue Hibernatus dans le fameux film avec Louis de Funès. Et c'est vrai que c'est un acteur très élégant, qui est plutôt d'une culture Cary-Grantienne. Et quand je lui ai demandé de jouer une vache, en fait, ça l'a décoincé, il s'est lâché. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait, c'était une Ferrari, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait appuyer sur l'accélérateur et ça vrombissait. Il avait cette vache en lui, en fait. Il avait cette vache en lui. Et c'est vrai qu'il l'a découverte à cette occasion. On va juste voir donc ce moment autour du poney. On y va. D'abord tennis et puis judo et escrime à 17h. Je m'y perds dans vos activités de ministre. Lulu, c'est pas à 14h ta leçon de karaoké? Bah non, aujourd'hui j'ai danse africaine et cours de beauté à 16h. Bon, qu'est-ce qu'elle a la vache? Pourquoi je peux pas en avoir, moi? Mouh! Avoir pas quoi? Des activités comme Chico et Lulu. Oh, vas-y, méga rechute de jalousie. Je pourrais faire poterie ou broderie. Non, cuisine, natation synchronisée, poney, trop top poney. Soyez pas ridicule. Poney. Veux faire poney. Poney? Une vache qui fait poney? Ok. Dame, mon poney il marche pas bien. Votre second choix, c'était quoi déjà? Youhou, les filles, bougez pas, j'arrive. Troisième choix? Une bouse, on dirait une bouse. Pas question, je toucherai pas une bouse. Wow, vous avez l'air crevé. Origami, flûte traversière, aquarelle, on a tout testé. Rien ne lui plaît. Code. Mandarine Co. Tu vas adorer comme activité. Jouer dans un pré, pas question. Voilà, et ça, c'est possible qu'en enregistrement préalable. C'est impossible à faire en doublage. On n'obtient jamais ça en doublage. Et là, justement, sur le travail que ça a nécessité ensuite par rapport à l'animation, est-ce que ça joue sur les séquences? Enfin, comment ça peut intervenir Ça joue tout à fait sur l'animation, c'est-à-dire que les animateurs peuvent se permettre d'animer un peu moins, c'est très bien.
quand c'est aussi généreusement joué. Et en l'occurrence, donc là aussi, c'est une... L'animation n'était pas réellement l'enjeu de la série. Oui, c'était d'abord voilà. justement cette culture un peu du sketch. Voilà, c'était plus Oui, absolument. L'enjeu était plus le sketch que l'animation. Ouais. Et donc là, il y a eu... Tu voulais dire quelque chose ? C'est que en tant que comédien, on a tous un moment après lequel, un instant au cours du jeu après lequel on court, c'est cet instant du lâcher prise. C'est ce moment où il n'y a plus rien qui nous rattache à la vie d'avant, à la scène d'avant, et que on part exactement sur les rails sur lesquels on est lancé. Le fait d'enregistrer à l'avance permet pour les réalisateurs d'accueillir ces moments-là et de les garder s'ils sont pertinents ou pas. C'est vrai que dans des dispositifs beaucoup plus fermés comme celui du doublage avec les images qui sont faites à l'avance, on est un peu bloqué pour lâcher prise. Ou alors il faut se forcer pour lâcher prise dans les cases. Ah, ça marche moins bien. Puis effectivement, dans ce temps de l'animation qui est toujours un temps très long, avec beaucoup d'étapes, ce moment très instantané du direct des comédiens est sans doute un temps un peu particulier quand on fait de l'animation. Ouais, et je voulais dire un truc, parce qu'on fait de temps en temps des voix témoins françaises sur les séries en ce moment. Et alors, c'est pas mal parce que le réalisateur est là et il dirige 2 comédiens qui font un peu toutes les voix, et là il faut vraiment jouer. Donc les voix témoins à la base pour préparer les épisodes sont bien, sauf qu'on s'est aperçu que au final, quand les nouveaux comédiens, enfin les comédiens qui ont été choisis pour les personnages viennent jouer et viennent lire la bande rythmo et intégrer les personnages, c'est hyper dur pour eux, encore plus difficile que s'il y avait de l'anglais. Parce que là, le rythme du français est tellement précis et tellement déjà... là, le carcan, il est vraiment encore plus fort. Et moi, je l'ai ressenti sur une série que j'ai dirigée il n'y a pas longtemps et qui est super bien écrite et qui est vraiment top. Mais les comédiens ont eu énormément de mal parce que les voix témoins étaient déjà faites en français. Et c'était... voilà, donc c'est vrai que le pré-recording, c'est vrai que là, Bernard, quand il dit le poney comme ça et tout, c'est vrai que une voix témoin de l'animation dessus et on arrive au final avec l'image on va suivre la bande rythmo, c'est mort parce que ça sera jamais aussi long. Il y aura peut-être pas cette énergie de jeu, cette fantaisie. Ça, c'est sûr que c'est un autre exercice, quoi. Il y a eu 2 saisons. Est-ce que j'imagine que tout l'apprentissage justement de la première saison a aussi généré des envies sur la saison 2 ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que après je demanderai aux comédiens s'il y a eu des moments où c'était trop, enfin voilà, dans la mesure où il fallait pousser toujours un peu les curseurs. Est-ce que faut demander plus ça à Marion, parce que Marion a géré l'écriture de la saison 2. Et Pierre Volto qui est dans la salle était lui le réalisateur de la saison 2. Donc, si on pouvait aller plus loin. Est-ce que, en l'occurrence, toi qui as repris, qui était, je crois pas forcément là sur la saison 1, est-ce que justement tout ce travail avec les comédiens, est-ce que tu as écrit avec ça aussi dans la tête complètement ? C'était tellement identifié, enfin c'était tellement particulier, ils avaient tous tellement leur identité que moi je les entendais même en l'écrivant, quoi. On savait... quand la vache elle hurle, on sait très bien ce que ça va donner, on les a vraiment en tête. C'est même une prosodie en fait, c'est une musique, c'est beau, hein. Une musique quand Lulu, on sait qu'elle va être speed. Non, venir à la saison 2, c'est carré quoi, enfin c'est carré, c'est barré, mais en même temps on sait très bien ce que ça va donner. On a encore des surprises quand ils donnent après, quand on écoute. Mais ils sont hyper définis et ça aide beaucoup parce qu'on sait comment ils vont réagir. On sait que Lulu, elle est psychopathe quoi. Enfin, elle est hyper rigide, elle laisse rien passer. Et non, c'est très clair. Non, c'est facile. Enfin, c'est facile. Oui, c'est facile de se le visualiser ce que ça va donner. En fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, les comédiens sont devenus les tauliers de cet univers-là. En fait, c'est eux qui étaient les garants de l'identité de la série. Est-ce que ça donne... Mais justement, ma question, c'est est-ce que ça donne envie de pousser toujours un peu la machine plus loin quand on a des Ferrari comme ça ? On a envie, des fois quand même, on avait eu envie de les mettre. On a fait chanter Bernard Allan, on lui a fait chanter du Carla Bruni quand même. On a tenté des trucs parce qu'ils sont tellement forts qu'on a essayé. On peut leur donner des défis comme ça. Donc il n'y a pas de limite. En fait, je crois qu'ils sont. Je sais pas s'ils ont déjà refusé. Il y a eu une limite et en fait, c'est les comédiens qui l'ont posé. C'est-à-dire que moi j'ai eu une grève des comédiens. C'est-à-dire qu'à un moment on savait plus.
On s'amusait beaucoup à faire cette série. Et c'était moi personnellement qui avait fait un épisode qui était vraiment là, absolument touchy, où on se rendait compte que la voisine, qui est la petite vieille, qui habite en face de chez les Mandarines, avait eu sa maison pendant l'occupation en dénonçant des juifs et tout. Bon, ça partait beaucoup trop loin. Et là, les comédiens, en bon taulier de la série, m'ont dit celui-là, on l'enregistre pas. Ça, c'est hors jeu. Et c'était. Tu te souviens de ça? Ouais. Non, je m'en souviens pas trop. Je sais pas, j'étais peut-être pas là ce jour-là. Non, il n'y avait pas les enfants là dans cet épisode. Je crois qu'il y avait que des vieux. Je sais pas, je me souviens pas. Non, mais c'était drôle. Il y avait même un épisode. Tu nous as filmé. Oui. Parce qu'on faisait un concours des fans de Mandarine & Co. Et donc on s'était filmé on faisait des faux personnages, donc une fausse Lulu, un faux Chico, en vrai, nous les acteurs filmés. Ça, c'était très drôle aussi. Mais donc en tout cas, c'est vrai que sur la grève des comédiens, en fait, eux, ils ont trouvé que c'était pas les personnages ne pouvaient pas être dans cette situation-là. Donc ils se sont complètement appropriés finalement vraiment l'esprit de la série en disant attention, là, à l'écriture, on nous apporte plus en fait ce qui est l'esprit de la série. Donc ça, c'est quand même, encore une fois, là, on parle de choses sur des séries précises. Je crois que les comédiens peuvent dire que c'est assez rare, ce genre de choses. Enfin, vous faites rarement grève sur les séries. Ah bah, c'est-à-dire, nous, du côté de Tu mourras moins bête, s'il avait fallu avoir un garde-fou, mon Dieu, on faisait même pas le premier. Non, j'applaudis les gens qui se mettent des bornes comme ça vous regarde. Non, bien sûr que non, il n'y a pas d'interdit. Enfin, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de frontière aux bornes, sauf à compter que si on tente de faire de l'humour, c'est pas drôle, ou du français que c'est pas français, ou enfin voilà, ou effectivement, quand on a un personnage, on a le droit d'estimer éventuellement qu'on est un petit peu hors zone, mais voilà, car plus. Non, faut pas se retenir, au contraire, sinon, hein. On va regarder, parce que je vois qu'on arrive un peu au bout, je vous propose de regarder un épisode, puisqu'on n'en a pas vu de Mandarine en entier, et puis ensuite on sera disponible pour vos questions. Il est 18h, mais Anne a dit qu'on pouvait un tout petit peu dépasser, donc je vous passe l'épisode qui là aussi vous montre qu'on joue avec des thématiques un peu particulières. Ah non, là, pas question, plutôt jamais. C'est pas possible, ça peut pas y avoir un épisode qui s'appelle Mort aux vaches, ça se peut pas, ça se fait pas, Mort aux vaches, non mais... Oh, pas vrai ça, Pénardos, jamais hein. Les zouzous, les zouzous. Oui, Madame Grelu, les zouzous, quoi les zouzous? Debout les zouzous. Les hooligans m'ont agressé puis m'ont piqué mon sac. Entrez, Madame Grelu. Qui est là, la mémé? Les hooligans m'ont agressé puis m'ont piqué mon sac. Croyez-vous ça? Je reviens, non mais... T'écoutes jus, Mme Grelu? Alors, Mme Grelu, l'arme absolue anti-hooligan, le redoutable Caner TM, futur Nobel d'autodéfense de petite vieille, de mamie. Allez-y vous, faites le zouzou. Mais quoi? Attaquez-la! Aggression quoi? Oh, ce qu'elle est lourde. Ah, ok. Batte en l'air la viande qui crache l'avoine. Là, c'est tout simple. On pointe le Caner TM, on presse la petite poignée. Abus zouzou. Tout chiffon par terre pour 37 secondes top. Oh, mortel! On va buter du zouzou. Oh non, Mme Grelu. L'idée, c'est plus faire peur, pas tuer en vrai, hein. 34, 33... Me serais-je un poil planté dans mes voltages? La vache? La meumeu? Yo, meumeu, j'ai d'orange, hein. Mandarine & Co. Alors, Docteur Glou? Voilà un bon gros toutou qui n'est plus. Comme plus? Mordide, capote finito, mais le ciao. Et l'heure qu'il est, il doit frapper à la porte du paradis des toutous. Bah, Vache, ce qu'elle est lourde. Qu'est-ce qui va pas, Sou? Mme Grelu a killé la vache. Un coup de Caner TM et elle a cané. Paf. Oh, qu'est-ce que je vais dire aux enfants, moi? Oh, rien fait, pas moi, c'est la vieille. Et
l'épicier du coin. Monsieur du coin, quoi que comme vos vols. Livraison de Juju pour la vache. Entrez donc, monsieur chariot élévateur, entrez, monsieur du coin. Tombez à pic. Top design, votre nouveau canapé, dites donc. Et vastement confortable. C'est du Sky. Plein cuir. Il vous plaît? Je vous le donne. Emmenez-le. 10 pour non. On soulève tout doucement. Wow, top cool le nouveau canapé. Cool, mais lourd. Pas un âne mort, le machin. Manda, 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 mandarine and coco. Yeah, super élastique le nouveau canapé. Elle va tout nous l'abîmer, là. Elle est pas là, la vache? Non, elle est morte. Elle est smorte. Elle est smortie. Smortie? Bah oui, quoi, smortie, smromé. T'es toute bizarre. Moi, bizarre, tiens. En plus que d'hab, si. Maman chérie, ce canapé, c'est top le paradis. Ma chère sœur, je suis Saint Pi, et tu es ici pour peser tes actes en ce bas monde. Bonnes actions, mauvaises actions. Si le solde est positif, tu accéderas au vert pâturage. S'il est négatif, tu finiras à la rôtisserie de mon collègue et ami, le grand cornu. Peace to meet you. Première question. Combien de charmants petits-enfants as-tu nourris de ton lait? Wow, c'est vrai que c'est le top. Elle a essayé la vache. Enfin, Lulu, ta vache est molle. Je l'ai envoyée faire de l'exercice. Au zoo, si vous alliez la chercher, hein. Au zoo, les mômes zoo. Bon, alors vous me le prenez, ce canapé. Mandarine Ah, mais non. Mais c'est lourd. Stop, ça le fait pas. C'est du pipi de chat, votre matos, là. Y'a qu'à attendre que votre vache rentre du zoo. Vu son format, elle fera un coup de main au pipi de chat. Mais non, pas possible, puisqu'elle est morte. Forte, mais pas à ce point. Minute. Gros biscotto. Oui, j'ai. Famille Mandarine, c'est ici le coup de main. Oh, ouais, pas idéal pour les gros formats, c'est le 7e ciel avec canapé de ce calibre. Du fromage as-tu fait de ton lolo? Combien de prés as-tu entretenu en les broutant consciencieusement? La campagne. Combien de trains as-tu encouragé en les regardant gentiment passer? Lâche l'affaire, Chapi, c'est une baltringue. En brochette, la miquette. Bon, qu'as-tu fait de ta vie qu'on gagne du temps? Ça compte le jus d'orange? À 3 on hisse et à 2 et on hisse. Pas plus de vaches au zoo que de zébus chez le cousin Jojo. On ne l'a pas vu depuis une semaine, madame. Je commence même à m'inquiéter. Je veux ma vache. Si je l'ai pas, je meurs. Oui. Ah non, Lulu, pas 2 dans la journée. Et 2, pas de feu dans la cheminée. Mandarine Co. Si ça se trouve, elle est morte. Oh, mais voilà une idée qui est mort morbide. Bonne énigme. Bon, rentrer au zoo, il y a monsieur Boris Guy de Gerge. Asseyez votre... Ah non, vous n'asseyez pas. De Liganap. Eh oui, je vois, on papote, on piapiate pendant que le client attend son phoque et son éléphant. Mais pas du tout, monsieur Maurice. On a perdu la vache, figurez-vous. Ben, elle est là, votre vache. Pas moi, c'est la vieille, c'est ma gros lu. C'est lamentable, tu n'as rien fait de ta vie, Zobi. Rien que dans l'impossible même de te juger. Va falloir que tu y retournes. Nos propres sapis. Mais voyons, Luluchette, elle est partie paître en paix au paradis des meumeux. Ni Dieu ni Pètre. Va ma vache, va vache, va vache. Wow, ça fait du bien. Ma vache, bah t'es pas morte. La lumière du bout du tunnel m'a parlé. En vérité, je vous le dis, voici mon mieux sage, pauvre tas de mortels. Pour vivre heureux et faire le vieux zoo, le mieux, c'est de ne rien faire. Excusez-moi, petite soif là. Donc là, juste en tout cas, on a par exemple un personnage qui n'y avait pas dans la bande dessinée, qui là aussi a dû être assez influencé par les comédiens, en tout cas dans l'interprétation, qui est Denis l'Élépant. J'imagine que tous les dialogues et le but... Enfin, il faut peut-être expliquer pourquoi c'est Denis l'Élépant. En fait, il y a un autre épisode où la vache va au zoo, parce que la vache, en fait, sait parler grâce à une invention de la mère, et elle va au zoo dispenser son savoir et apprendre à parler aux autres animaux. Et l'éléphant se révèle être dyslexique.
Donc en fait, il parle comme ça, il dit je suis Denis l'éléphant, même si les dyslexiques ne parlent pas du tout comme ça. Je vois pas du tout le rapport, mais ok. Rien à voir, mais bon, voilà. Mais en tout cas, dans les dialogues et dans l'interprétation, j'imagine que c'était assez rigolo à faire. On va peut-être maintenant vous écouter si vous avez des questions pour nos invités. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre travail. Vous avez vraiment du talent et puis bon, c'est vrai que ça doit se savoir. Il y a d'ailleurs maintenant un festival auquel vous avez déjà dû participer qui s'appelle Voix d'étoiles à Port-le-Cat. Hein, Nathalie, tu es allée déjà. Et je trouve ça, c'est une très belle initiative et on peut leur souhaiter longue vie. À propos de tous les sujets dont on a débattu, je voudrais vous faire part d'une petite anecdote qui s'est passée sur un film dont nous parlerons demain. Nous avions, sur un long métrage, donc travaillé à partir de voix maquettes, comme on le faisait à l'époque. Les voix maquettes n'étaient pas maladroites, on va dire. Et puis, quand nous sommes entrés en post-pro, nous avons fait appel à une comédienne française assez réputée, très bonne comédienne au demeurant, puisqu'il s'agit d'Annie Dupéré. Et le problème, c'est que l'animation qui avait été faite donc, en amont sur des voix maquettes, ce n'était pas du tout sa respiration, bien entendu. Et donc là, en studio, c'était terrible pour elle. Rythmiquement, elle ne pouvait pas être dedans, ce n'était pas sa respiration. Donc vous, le travail que vous faites, aussi le talent que vous avez, c'est cette incroyable force d'adaptation, quels que soient les registres. Donc bravo à vous tous. Non, c'est vrai. Enfin, c'était pas vraiment une question, mais c'est vrai que sur en effet un comédien en plus connu ou de comédien de théâtre ou comédien qui surtout a un univers et on a envie de rencontrer son univers, comme tu disais Jérôme, son univers au sein de l'univers d'un film ou d'une série. Enfin, surtout d'un film là, parce que les budgets sont différents et on peut demander à des gens connus entre guillemets de venir. Eh bien, c'est sûr que là, si toute la musique, le charme d'Annie Dupéré, c'est sûr qu'il aurait fallu en effet enregistrer avec elle un personnage en le créant à partir d'un texte et d'une direction avec le réalisateur, etc. Et c'est évidemment que ça aurait été beaucoup plus beau. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. J'ajouterais aussi que je pense que comédien de voix, c'est une spécialité également. Moi, à mon avis, sans porter de... Moi, je trouve par exemple que sur Tu m'auras moins bête, Jérôme est meilleur que Morel. Non, mais c'est vrai. Parce que je pense qu'il y a quelque chose où il y a un investissement. C'est vrai, quand on crée un personnage de dessin animé, généralement, il a un gros nez, des gros yeux. Il n'est pas réaliste, quoi. Et il faut sans doute aller chercher un peu plus loin que dans les registres plus classiques de comédie qui sont le cinéma ou le théâtre. Et souvent, les comédiens spécialisés voix sont meilleurs. Alors, je sais que pour des questions de marketing ou de plateau télé, il y a généralement des comédiens connus sur les doublages des blockbusters américains. Et quand il y a dans ce casting-là des comédiens spécialisés voix, ils sont généralement meilleurs que les comédiens de Cinoche sur les voix, je trouve. Le principe d'enregistrer et de jouer avec sa voix et d'être dans un studio, ça accorde beaucoup plus de temps pour le comédien de tenter des choses. Ça revient moins cher de louper une prise parce qu'on a été trop excessif quand on se contente de l'enregistrer que quand on a monopolisé tout un plateau de tournage. Et donc, en voix, on s'autorise et on a l'habitude de pousser peut-être un peu plus loin les curseurs. Et ce faisant, on va découvrir dans la contrainte de l'exercice du doublage et de la post-synchro, on va trouver à la longue sa liberté et cette espèce on va imposer sa petite pièce de liberté qui est capitonnée, donc voilà, et on trouve le moyen à la longue de s'amuser, de s'exprimer réellement dans des interstices, dans précisément, comme tu disais, des respirations et des choses comme ça, où on arrive à investir et à se
approprier et à entrer dans les chaussons qu'on nous a présentés pour donner la voix à la gouache. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a c'est deux choses en fait un peu différentes. On peut en effet être comédien de voix d'exceller dans la voix, et en effet quand on en fait beaucoup, on met le curseur, on a l'énergie, on va à fond. Si on prend quelqu'un qui a un univers comme François Morel ou des gens qui nous inspirent en tant que réalisateur ou scénariste, on a envie de travailler avec cette personne. Là, c'est vrai que je pense que c'est important de faire du pré-recording, parce que aux États-Unis, ils font que du pré-recording. Hein, donc les comédiens super connus qui seront pas du tout bons, peut-être avec une image fixe et un rythme déjà imposé par l'animation, sont excellents et font beaucoup de prises différentes. Et après, le réalisateur et son équipe montent, choisissent les moments pour que ce soit vraiment top. Donc je pense que c'est deux choses qui peuvent complètement se compléter et qui ne sont pas forcément l'une contre l'autre, quoi. Bonjour, j'ai deux questions techniques. La première, c'est est-ce qu'il vous arrive de filmer les comédiens pendant qu'ils sont en train de jouer comme des références ou des sources d'inspiration pour les animateurs et actrices? Et la seconde, c'est est-ce que vous enregistrez les comédiens, comédiennes ensemble pour qu'ils puissent se donner la réplique et jouer comme sur une scène de théâtre ou sur un plateau, ou chacun à son tour? La réponse à votre première question est oui, on est généralement assez tenté. On l'a déjà pratiqué plusieurs fois de filmer les comédiens pour que les animateurs se nourrissent de l'acting, notamment facial. Ça vaut sur des styles qui sont plus élaborés que ce que vous avez vu là, ici, sur des dessins qui sont un peu plus réalistes. Ça sert beaucoup. C'est quelque chose qui sert beaucoup à l'animation. Et ensuite, on a pratiqué les deux, et en toute honnêteté, les deux sont bien. C'est-à-dire que mettre la troupe en même temps dans la cabine et jouer la scène en se répondant, c'est très bien. Et parfois, on enregistrait juste comédien et comédien, et ça marchait aussi. Donc moi, j'ai pas de religion en la matière. Je pense que les comédiens, ils en ont. Hein. Une table, 4 copains, un micro, une histoire, il n'y a rien besoin d'autre. Hein. C'est le paradis. On est beaucoup plus, on va dire, à l'aise, confortable, nourri. Enfin, on est beaucoup plus dans notre bain et dans notre jus quand on est ensemble à faire toutes les répliques tous ensemble. Non, ce qui était... Non, c'était pas le cas. Enfin, t'étais seul avec toi-même, mais toi et plein d'autres personnages que tu jouais toi, en revanche. Mais oui, c'est ça. Oui. Tu étais donc entouré quand même. Des petites touches. Mais donc finalement, oui, tu as très peu joué avec François Morel dans la même cabine. Exact. Après, c'est différent. C'est aussi une voix de narrateur. Enfin, lui-même, dans la série, jouait peu de choses finalement avec Nathanaël. Il était plutôt à chaque fois face caméra en train d'expliquer, de nous faire part de son savoir immense. Un narrateur, donc effectivement pas le même besoin peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je voulais souligner le travail de Nathalie, je crois que tu n'en as pas parlé, en tant que coach vocal pour les enfants, puisque tu es intervenu sur Ariol notamment. C'était des voix d'enfants. À Folle Image, on aime bien les voix d'enfants pour les enfants. Sauf que parfois, on a des enfants qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui peuvent être parfois impressionnés par le studio, les micros, tout ça. Et tu es intervenu plusieurs fois et ça a été vraiment... ça a donné une vraie dynamisation, une vraie confiance dans les enfants. Et j'aimerais bien que tu en parles un peu parce que c'était assez spécifique, ce travail. Merci Corinne. Bonjour Corinne, d'ailleurs, je ne t'avais pas vue. Oui, alors, bon, j'adore les enfants. Je ne ferai pas ça tous les jours, hein, c'est quand même super crevant. Mais bon, c'est vrai que en fait, les enfants, évidemment, plus avec des âges différents, notamment sur Ariol, la petite fille avait déjà 12 ans. Donc elle était dans un âge un peu compliqué, où on se regarde, où on n'est pas bien, donc il faut tout d'un coup surpasser tout ça pour... Non mais c'est vrai, à 12 ans, une fille, on est... Et donc il fallait surpasser tout ça pour jouer, pour se marrer, pour... voilà. Et alors là, il y a la technique en plus qui vient, le micro, il ne faut pas trop souffler dans le micro, enfin...
Donc il faut user de beaucoup de stratagèmes et tout ça dans la bonne humeur. Donc c'est génial si le résultat était au rendez-vous. C'est vrai que pour le directeur de plateau, c'est comme si on avait fait une semaine d'enregistrement avec des adultes. C'est génial, mais c'est vraiment très très fatigant. Mais ce qui est extraordinaire, comme dans La vie de Courgette ou des moments de magie comme ça qu'on peut avoir avec des enfants qui sont complètement qu'on ne peut pas du tout restituer avec des adultes, mais c'est autre chose. Enfin, c'est un travail différent et voilà. Mais c'est vrai que sur Ariol, c'était une super expérience et c'était très chouette. En plus, ils avaient un petit accent. Alors il fallait faire attention de ne pas trop aller dans les haies, donc c'était très sympa. Oui. J'ai l'impression que ça se tarit un peu. C'est l'heure de l'apéro, quoi. Je crois que. Merci beaucoup, Alice. Merci. Et ses intervenants.